début 1941. Franchement, pour les Alliés, la situation est catastrophique. Et pourtant, c'est là, dans ce contexte quasi désespéré, que va se dérouler une des batailles les plus audacieuses, les plus folles de toute la Seconde Guerre mondiale. Imaginez un peu, une poignée d'hommes face à une forteresse en plein milieu du désert. Alors, quand on regarde ces chiffres, il y a quelque chose qui saute aux yeux, non? D'un côté, on a une petite force mobile, de l'autre, une garnison super bien défendue dans sa forteresse. Et pourtant, le résultat est juste sans appel. La question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, elle est simple. Comment est-ce qu'une victoire aussi déséquilibrée a bien pu arriver? Pour comprendre, il faut qu'on aille sur place. Direction Koufra. C'est une oasis super stratégique, mais c'est surtout une forteresse italienne plantée au beau milieu de la Libye. Et pour les forces françaises libres, qui sont encore très fragiles à ce moment-là, eh bien une victoire là-bas, c'était pas juste une option, c'était une question de survie, une nécessité absolue. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. C'est crucial. La France vient de capituler. L'armée française est anéantie, défaite. Alors, cette mission, menée par un colonel qui commence à faire parler de lui, Philippe Leclerc, elle porte un poids symbolique énorme. L'enjeu, c'est de prouver au monde entier que non, la France n'est pas morte, qu'elle combat toujours. Et là, ce qui est frappant, c'est le contraste total entre les deux camps. D'un côté, la colonne Leclerc, c'est mobile, c'est léger, mais soyons clairs, ils sont en infériorité numérique et matérielle. De l'autre, le fort El Taguer, c'est une position statique, blindée de défense, hyper puissante, on pourrait dire quasi imprenable. Franchement, sur papier, le match semble plié d'avance. Et comme si ça ne suffisait pas, la mission commence de la pire des manières. Vraiment, dès le début, la colonne Leclerc va perdre son seul et unique avantage, son atout le plus précieux, l'effet de surprise. À partir de là, tout s'enchaîne, et pas dans le bon sens. D'abord, ils sont repérés par un avion italien. Fini l'effet de surprise. Ensuite, le bombardement aérien que Leclerc avait demandé, c'est un échec cuisant. Et pour couronner le tout, lors du premier vrai combat, la puissance de feu des Italiens est bien supérieure. À ce moment-là, on peut se dire que la mission est tout simplement compromise. Mais c'est là justement que le génie tactique de Leclerc va tout changer. Il comprend qu'il ne peut pas gagner par la force brute, c'est impossible, alors il va utiliser la ruse. Avec des manœuvres de flanc hyper audacieuses, il va réussir à forcer la redoutable compagnie mobile italienne à faire demi-tour et à se réfugier, où ça? Dans leur propre forteresse. C'est un coup de maître. Le piège est en train de se refermer. On entre maintenant dans la phase principale de la bataille. Et comme on l'a dit, la force brute, ce n'est pas une option. Donc tout va se jouer sur l'ingéniosité et sur la guerre psychologique. Le défi qui se présente est juste colossal. Le fort El Tagar, ce n'est pas un petit poste avancé. Non, c'est une véritable forteresse moderne, hérissée de défenses, de nids de mitrailleuses conçus pour résister à un assaut en bonne et due forme. Et Leclerc, lui, il n'a ni les hommes, ni l'équipement pour tenter quoi que ce soit de ce genre. Alors, comment faire? C'est la question à 1 million. Eh bien, toute la stratégie de Leclerc va reposer sur ça. Un seul et unique atout. Un petit canon de montagne de 75 mm. Et voilà, la première ruse, elle est géniale. Ce canon, ce seul et unique canon, on va le déplacer sans arrêt. Il tire une vingtaine, une trentaine d'obus par jour, mais toujours depuis des positions différentes. L'idée, créer l'illusion sonore qu'il y a toute une batterie d'artillerie qui les pilonne. Et ça marche. Pourquoi? Parce que les Italiens sont complètement isolés au milieu du désert. Ils n'ont aucun moyen de vérifier la taille réelle de la force qui les assiège. La deuxième ruse, elle se déroule la nuit. C'est tout aussi malin. Les camions de la colonne Leclerc font des allers-retours encore et encore avec les phares allumés. Pour les défenseurs du fort, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, des renforts massifs arrivent chaque nuit. Encore une fois, c'est leur isolement et le manque d'infos qui transforment ces simples mouvements en une menace qui paraît de plus en plus grande. Tout ça, c'est une véritable guerre des nerfs. Chaque action est calculée pour saper le moral des défenseurs. Les patrouilles constantes, les tirs de mortier la nuit. Il y a même eu des tirs d'une précision incroyable sur des symboles, comme le mât du drapeau ou le mess des officiers, juste pour mettre la pression. Et le coup de grâce, c'est quand l'aviation italienne, elle-même trompée, abandonne la garnison à son sort. Là, c'est fini pour le moral. On arrive maintenant au moment clé, le point culminant de cette histoire. La garnison italienne est complètement démoralisée, mais elle est toujours dans son fort. Il faut maintenant conclure. Et pour ça, Leclerc va tenter un coup de poker d'une audace absolument incroyable. La situation est donc bloquée. Les Italiens sont à bout de nerfs, mais ils tiennent bon dans leur forteresse. La question est,
Comment est-ce qu'on transforme cette pression psychologique en une vraie victoire, sans pour autant lancer un assaut qui serait un suicide? Et c'est là que l'incroyable se produit. Le 1er mars, des négociateurs italiens sortent enfin pour parlementer. Mais les discussions traînent, ça n'avance pas. Leclerc, impatient, s'approche. Il ordonne aux Italiens médusés de remonter dans leur véhicule. Et puis, il monte avec eux. Oui, oui, il monte dans la voiture avec l'ennemi. Sans aucune escorte, il se fait conduire à l'intérieur du fort et, face au commandant italien complètement stupéfait, il impose ses conditions de reddition. C'est un bluff total, absolu. Et ça marche. La capitulation est signée sur le champ, toute la garnison qui restait est faite prisonnière, une forteresse réputée imprenable vient de tomber, non pas face à la force, mais grâce à un cocktail incroyable de tactique, de guerre psychologique et, il faut le dire, d'un bluff monumental. Mais l'histoire de Kufra ne s'arrête pas là. En fait, la véritable portée de cette victoire, elle va bien au-delà de la simple capture d'une oasis. C'est ce qui va se passer le lendemain qui va vraiment faire entrer cette bataille dans la légende. Il faut bien comprendre, pour la première fois depuis le désastre de 1940, des soldats français remportent une vraie victoire. La nouvelle, quand elle est diffusée par la BBC à Londres, a un retentissement énorme. Ça redonne un espoir fou à la France libre et ça prouve au monde entier que oui, la France continue de se battre. Et puis, il y a ce moment, le 2 mars 1941, le lendemain de la victoire. Leclerc rassemble ses hommes. Là, au milieu du désert libyen, à des milliers de kilomètres de chez eux, il leur fait prêter un serment. Et ce serment, il va transformer une simple bataille tactique en une promesse pour l'avenir de la France. Et la portée de cet acte, elle est immense. Parce que plus de 3 ans plus tard, le 23 novembre 1944, les hommes de la 2e division blindée, toujours commandés par Leclerc, vont tenir cette promesse. Ils libèrent Strasbourg et le drapeau français flotte de nouveau sur la cathédrale. Le serment de Kufra est accompli. Aujourd'hui encore, cet héritage est partout, que ce soit à Paris, à Strasbourg ou même sur le drapeau d'un des régiments les plus décorés de l'armée française, le nom de Kufra résonne encore. Il est devenu le symbole de la ténacité, de l'audace et surtout de la promesse tenue. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Au final, la bataille de Kufra, à l'échelle de la Seconde Guerre mondiale, c'était une petite escarmouche, presque rien. Mais son impact, lui, a été immense. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui définit vraiment une victoire? Est-ce que c'est le terrain qu'on a conquis? Ou est-ce que c'est l'espoir et l'élan que cette victoire inspire pour tous les combats qui restent à mener?